En 2018 débute l'arc de Wano Kuni en manga. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, déclara dans une interview qu'il avait hâte de dessiner Wano depuis le chapitre 1. Et ce n'est qu'après 20 ans de parution et 900 chapitres de construction, il se mettra en scène pour le dessiner. L'arc à ce niveau se présente comme un, si ce n'est le mieux écrit et le plus ambitieux de toute l'œuvre. Mais a-t-il été à la hauteur des attentes qui lui ont été placées? Les antagonistes ont-ils été à la hauteur? Et à quel point cet arc est-il bien écrit? Eh bien, tout au long de cette vidéo, vous allez le comprendre. Comme dit précédemment, l'arc est prévu depuis longtemps. Mais ce n'est pas juste parce qu'il est prévu depuis longtemps que ça le rend aussi bien amené, mais plutôt car il y a une construction logique derrière et qui va rendre le tout assez fluide. Dans l'histoire, avant d'attaquer une mer plus dangereuse que l'autre, Luffy et son équipage valident leur niveau en battant la personne ou le groupe ennemi dominant actuellement l'endroit où ils naviguent. Pour East Blue, c'était Arlong. Pour le Paradis, on va dire que ça se jouait entre Crocodile et la marine, donc c'est pour ça qu'il y a eu l'arc d'Enies Lobby. Et donc pour le Nouveau Monde, on a évidemment eu Wano Kuni. Pour East Blue, à aucun moment ils n'ont eu besoin de s'entraîner car leur passé suffisait amplement à pouvoir gagner. Pour la partie de Paradis sur Grand Line, ils ont dû débloquer leur plein potentiel et éveiller des pouvoirs. Et pour le Nouveau Monde, le gouffre était trop grand, ils n'ont même pas réussi à y pénétrer. Le mur a été très violent à Sabonji car ils n'ont pas réussi à faire ne serait-ce qu'un seul dégât aux ennemis. On rajoute à ça l'échec durant la saga de la guerre au sommet. Tout ça a été un électrochoc pour prendre conscience de leur faiblesse et de s'imposer un entraînement long et intensif pour espérer pouvoir vaincre cette nouvelle mer. Mais juste leur entraînement ne garantissait pas de rouler sur le Nouveau Monde. Tous les arcs qui précèdent celui de Wano a pour unique but de les faire progresser encore plus et de révéler des aspects qu'ils ont travaillés. Car même si on affronte des grands corsaires, il ne faut pas oublier que les empereurs sont à un tout autre niveau. Cette comparaison a pour but de vous faire comprendre que Marineford n'est pas un parallèle à Wano Kuni. Malgré que certains auraient pu le croire, dans les sources officielles, Oda n'a comparé Marineford qu'avec l'arc final de One Piece et rien d'autre. Cependant, Wano possède un arc parallèle à lui-même et reprend énormément de ses codes. Cet arc, ou plutôt cette saga, c'est plutôt simplement Water 7. La plupart le savent, mais Oda aime bien utiliser la figure de style du parallélisme pour mettre en valeur l'écriture de son œuvre. On a par exemple Arlong Park et l'île des hommes poissons, Alabasta et Dressrosa, et donc on a aussi Water 7 et Wano Kuni. Ce parallèle ne se manifeste pas uniquement en étant l'île la plus puissante d'une nouvelle mer, mais il y a aussi plein d'autres facteurs. J'en ai parlé dans cette vidéo, et dans cette vidéo, j'ai listé bon nombre de parallèles entre ces deux arcs. On a par exemple l'histoire qui se déroule sur deux îles bien distinctes, on a par exemple l'apparition du Cypher Pole, ou même plusieurs power-up en série qui se dévoilent pour Luffy. Et d'ailleurs pour les power-up, on a aussi Zoro qui dévoile sa technique à 9 sabres et Sanji qui éveille sa jambe du diable. Et c'est ce qui se passera aussi à Wano Kuni. Si vous avez compris mon raisonnement et que vous êtes d'accord, on peut poursuivre l'analyse sur la construction interne de l'arc. Comment Oda a rendu crédible la chute de deux Yonko. Commençons par les Fourreaux Rouges. Après leur défaite, plusieurs groupes se sont formés. Kinemon, Kanjuro, Raizo et Momo sont partis à l'extérieur du pays pour recruter de puissants pirates. Iku est resté sur Wano, Ashura s'est assuré d'avoir assez de navires et d'hommes opérationnels pour le raid, Kawamatsu a assez d'armes pour tout le monde et Denjiro s'assurer que le plan se déroule bien en déjouant les tentatives d'Orochi. Juste ça, de vous faire comprendre que les raids étaient minutieusement préparés depuis plus de 20 ans et que l'effet de surprise, durant un jour où les troupes n'étaient pas préparées et sous, n'était pas du suicide, mais bien orchestré depuis Punk Hazard. Mais Oda ne s'est pas contenté uniquement de ça. Après la réussite de l'effet de surprise, les forces ennemies étaient toujours aussi puissantes et écrasantes. Oda a donc dû assigner certains acteurs du raid à la réduction de l'écart de puissance. À l'instar de faire des combats en 1 contre 1, qui aurait été un gouffre scénaristique, on peut penser premièrement au combat de Nami et Usopp, car en réalité cette bataille était sûrement à un niveau trop élevé pour eux, mais surtout pour Usopp. Il était impossible pour lui de vaincre le Tobiropo, il a donc appliqué le conseil de Sanji, qui lui avait été donné à Enies Lobby, celui d'analyser la situation et de miser sur le sauvetage de ses compagnons, notamment à l'époque où il lui avait demandé de réfléchir pour sauver Robin. Il a analysé totalement la situation et a jugé bon d'escorter Otama pour qu'elle puisse prendre le contrôle des Gifters et inverser la tendance totale du raid. Sans ce support, Tama n'aurait pas pu faire passer les Gifters du côté ennemi et sans ce basculement, les Mugi en auraient payé le prix. Car avant que Tama lance l'alerte, les Mugi ne pouvaient pas se concentrer en 1 contre 1 contre leurs adversaires. On pense notamment au 1 contre 1 de Franky où il n'arrivait pas du tout à avoir le dessus contre Sasaki car les Gifters se mettaient constamment devant lui. Comme sur Enies Lobby où Usopp s'est rendu utile dans ce qu'il pouvait faire pour contribuer à la victoire. Et on peut le dire très clairement que c'est grâce à lui que la bataille s'est inversée du côté des Mugiwara. On va parler d'un autre Mugiwara qui a aussi été blâmé pour son manque de combat, c'est notamment Chopper. Déjà pour Chopper, on a un cas assez différent d'Usopp. Sur Enies Lobby, il a eu son 1 contre 1. Et donc tout le monde s'attendait à revivre ce moment avec une transformation
encore plus bestiale. Mais heureusement pour nous, Oda privilégie la cohérence de l'évolution de Chopper plutôt que le fanservice. Sur Enies Lobby, la transformation était impactante et efficace car Chopper avait cette double dualité humain-monstre. Je l'ai notamment expliqué dans cette vidéo où je parle de son écriture. Donc le voir céder à son instinct, il refusa de dévoiler pour sauver ceux qu'il souhaitait protéger, était extrêmement poétique dans la profondeur du personnage. Mais justement, il ne souhaitait pas la dévoiler, c'est parce que sous cette forme, ce n'est plus Chopper, c'est un animal hors de contrôle qui peut détruire un ennemi ou un allié. Il devient certes plus puissant, mais devient aussi un poids pour l'équipage. On l'a bien vu sur l'île de la Justice. Cette ellipse de 2 ans lui a fait un énorme bien. On l'a vu apprivoiser la totalité de ses transformations et même en développer d'autres. Mais il ne faut pas oublier que Chopper a aussi un côté humain qui se caractérise notamment par son rôle de médecin. C'est lui qui sauve les gens. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les combats qui comptent pour gagner une bataille. Sur Onigashima, tous les coups ont été permis et le poison de Queen en fait partie. Si Chopper n'aurait pas eu ce combat, non pas physique, mais intellectuel, pour trouver un remède, le raid aurait totalement perdu la vie. Et on ne va pas se mentir, Luffy n'aurait sûrement pas pu gagner. Ou alors, pas sans beaucoup plus de pertes. Oda, par cette confrontation scientifique, concrétise totalement l'évolution humaine de Chopper en la confrontant à une personne qui lui est totalement opposée idéologiquement. Mais on abordera le cas de Queen un peu plus tard. On va finir cette partie de la vidéo avec l'art de Oda. Déjà, prenez-le comme une excuse si vous voulez, mais il est important de mentionner qu'Oda était dans une période difficile et il ne pouvait pas exprimer son plein potentiel artistique. Pour preuve, beaucoup trouvent que son dessin s'est fortement amélioré depuis Egghead. Et cela veut tout dire. Ce n'est pas parce qu'il a régressé durant Wano, mais c'était juste parce qu'il était malade. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant un mois One Piece n'a pas eu de parution, car Oda était actuellement en opération pour le soin de ses yeux. Mais dites-vous que même en étant malade, à ce jour, cet arc contient le plus de doubles pages de tout le manga. Et ce ne sont pas juste des doubles planches banales. Car dans cet arc, il est sûrement réuni le plus de doubles planches iconiques qu'on n'en a jamais vu dans d'autres arcs. Pour le découpage, là, il est clair et net qu'on a clairement quelque chose de beaucoup moins lisible qu'avant. C'est dû au fait que son dessin se dégrade, mais même avec ça, il y arrive quand même à inclure de manière fluide et naturelle plusieurs points de vue et détails qui permettent au lecteur de savoir qui est où, sans forcément voir une carte de l'île. On comprend facilement où se positionne chaque groupe et où a lieu chaque combat. Si vous lisez tome par tome, en enchaînant les chapitres, l'organisation et la gestion du rythme ne vous poseront pas trop de problèmes. Oda a réussi à attribuer un rôle à tous les personnages importants ou même secondaires du raid en les faisant déplacer de façon logique et cohérente dans tout le champ de bataille. Il n'y a pas eu de téléportation apparente et on va pas se mentir, tout était assez fluide. Maintenant, comment aborder la qualité d'un arc sans parler de son antagoniste? Eh bien, sachez qu'on a sûrement là l'antagoniste le plus subtil de tout One Piece et sûrement parmi les mieux écrits. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement l'antagoniste principal, mais on a là une belle brochette d'antagonistes qui sont assez bien écrits. Quand Oda nous montrera Kaido pour la première fois, on a eu l'une des meilleures introductions du manga. On nous montre un personnage au bord du suicide faire ce qu'il n'a jamais été osé avant, mourir en se jetant d'une île céleste. Et par-dessus tout, arriver à survivre sans aucune blessure. Durant l'arc de Wano, Kaido nous renseignera sur ce qu'est réellement sa vision de la mort. Il reprend le code d'honneur des samouraïs en définissant la mort comme l'accomplissement d'un homme. Une grande mort est le signe d'un grand homme et d'un grand héritage. C'est d'ailleurs pour ça qu'après Dressrosa, on le verra honorer Barbe Blanche et Roger et les jalouser. Car oui, la mort dans One Piece a souvent pour but la perpétuation de volonté. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, si Joy Boy est la clé pour libérer le monde, alors Kaido en est le coffre. Tel est le rôle de la créature la plus forte du monde. Un nouveau thème autour de Kaido émergera tout au long de son combat face à Luffy, et c'est celui de Joy Boy, ou plutôt un message caché, pour nous montrer à nous spectateurs que Kaido lui aussi a un jour voulu le devenir. Pendant le flashback de King, nous avons appris qu'il croyait que Kaido était Joy Boy. De plus, une observation intéressante est que le nom de Kaido signifie Joy Boy lui-même. En effet, les kanji de Kaido peuvent se lire enfant fort ou alors Joy Boy. Durant l'arc, on a remarqué que Kaido ne se voyait plus du tout comme ce fameux Joy Boy. Et d'une manière ou d'une autre, il avait décidé que c'était lui qui allait engendrer Joy Boy. Il savait que ce rôle ne lui était pas destiné et qu'un jour, il viendrait ouvrir Wano. Alors il s'est installé là-bas et pour jouer pleinement son rôle, il a dû devenir l'antithèse de Joy Boy lui-même. On le voit notamment au fait que celui qui libère les esclaves apporte le sourire, là où lui le fait par la force. Au lieu de croire que la vie humaine a une réelle valeur comme Luffy, il choisit ses membres d'équipage et ses amis malgré leur incompétence dans certains autres domaines, uniquement parce qu'il les aime pour ce qu'ils sont, Kaido croit au monde du plus fort, et c'est d'ailleurs la règle qui régit son équipage. Pour créer un nouveau monde via sa mort,
un monde avec Joy Boy, il n'y a pas de mort plus grandiose. Kaido a atteint le sens de la mort et de la vie qu'il recherchait. Car oui, si vous êtes choqué par la révélation, depuis le début, Kaido jouait un rôle. Et ça rentre en concordance avec les thématiques de l'arc qui sont celles du spectacle Kabuki, où chaque personnage dévoilait son vrai visage. Ensuite, passons à un autre antagoniste, celui qui nous a trahis, Kanjuro. On a la thématique du masque sur scène qui tombe avec sa traîtrise. On a notre antagoniste qui jouera un rôle en fonction du moment et lors de la révélation sur scène, il fera tomber les masques. Il joue le jeu d'un acteur à double rôle, cherchant la mort qui pourrait conclure son spectacle. Il le dira lui-même à Kinemon. Seul toi pouvais conclure mon rôle, car sur scène, nous étions les meilleurs amis. Nous affichant non pas une sorte de double rôle, mais une double personnalité. Affichant que Kinemon était réellement son ami, mais qu'en tant que comédien, il faisait le possible pour séparer ces deux rôles. Aucun des deux n'était le vrai Kanjuro. Ces deux rôles formaient le vrai Kanjuro. Ce qui est fou, c'est qu'il avait pour but de tuer Orochi, pour mettre fin au cycle de la haine. C'est pour ça que son attaque se nommait Double Suicide du clan Kurozumi. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il voulu provoquer la mort de Orochi? Eh bien, car Orochi lui-même l'a indirectement demandé sans le vouloir. Le tout dernier ordre qu'il donnera à Kanjuro, c'est son ultimatum. Il dira « apaise nos âmes ». Et c'est bien pour ça que suite au premier ordre qu'il était d'aller en bas du château, il réalisa le deuxième souhait, qui était d'apaiser l'âme d'Orochi. Cette action servait à montrer que Kanjuro, dans son ultime coup final, remplissait ses deux rôles sur scène, mais surtout que la haine d'Orochi s'est retournée contre lui-même. La vengeance ne mène nulle part et Orochi mettra fin à sa propre haine sans s'en rendre compte, car au grand jamais, son âme n'aurait pu être apaisée sans qu'il ne meure. Ensuite, passons à Queen. Il représente ce que peut devenir Sanji et ce qu'il ne doit pas devenir. On a là un antagoniste lié à Judge Vinsmoke qui assume totalement son corps de robot, mais qui surtout a poussé son vice au maximum en modifiant son corps. On nous l'a montré comme un rat de laboratoire fou, prêt à ce que Sanji ne pourrait jamais faire, frapper une femme. Ça a ensuite provoqué la remise en question de Sanji, qui se demandait s'il devait devenir comme lui. On a là un personnage qui, en plus d'être opposé à Chopper, s'est totalement opposé à Sanji. Là où Sanji est un produit de la science, qui a gardé sa raison et ses sentiments, Queen, qui lui a toujours eu des sentiments, a décidé de devenir fou et a même brisé les règles de la nature, en modifiant totalement son fruit du démon et son corps. Et à contrario, on a King qui représente ce qu'est Zoro. Et c'est ça dans la dualité qui est belle. Là où Queen représente ce que Sanji pourrait être, Zoro est littéralement la même personne que King. Tous les deux ont été libérés par leur capitaine par le passé. Ils ont juré allégeance au prix de leur vie et ont tous deux un rêve. Mais même s'ils ont tous deux un rêve, ils placent le rêve de leur capitaine avant le leur. Pour gagner leur combat et arracher la victoire, ils seraient prêts à arracher avec les dents le corps de leur adversaire. Il a été créé pour représenter Zoro tout autant dans son histoire qu'à travers les liens avec leur capitaine. Ce qui a causé sa défaite, c'est qu'au contraire de Zoro, il plaçait ses chances de victoire sur sa génétique et non son expérience et sa volonté. Là où pour lui, les règles de la nature surpassaient tout, Zoro, lui qui s'est entraîné toute sa vie et a frôlé la mort plusieurs fois, lui a montré par l'éveil de son Haki des rois que c'était bien lui qui avait raison. J'aimerais finir avec le fait que cet arc a totalement révolutionné le manga et sa façon de le comprendre, chose qu'auparavant aucun arc n'avait réussi à faire. Même Skypiea, qui est au centre des mystères, n'a pas réussi. Et c'est bien sûr grâce à la révélation de Nika et de tout ce qui s'ensuit. Nous qui depuis 25 ans pensons qu'à simplement un paramécia le rendant élastique, on sera totalement chamboulé quand on découvrira qu'en fait il possède un Zoan mythique, remettant en question toutes les fois où Luffy utilisera son pouvoir. Tellement que de nombreux lecteurs ont relu entièrement l'œuvre et sont allés jusqu'à remarquer que des personnes comme Doflamingo et Kaido avaient eux-mêmes remarqué que ses capacités ne sont pas normales pour un paramécia et qu'il ne devrait pas arriver à utiliser son pouvoir de la sorte. On a aussi avec la révélation du nom de l'île qui contient le One Piece, le nom de Loftel a un peu tout remis en question. Et tout comme les révélations sur le fruit du démon de Luffy, ça a recréé une vague de relecture de l'œuvre. Et les fans se sont rappelés que tout au long du manga, cette île était traduite Roftel, qu'on a entendu pour la première fois par Crocus sur le Cap des Jumeaux, ce qui montre bien à quel point ce genre de révélation remet tout en question, car même des traductions faites par des professionnels ont été remises totalement sur le devant de la scène. Et il y en a énormément qui nous refont voir certains arcs d'un autre œil, comme la révélation qu'auparavant Wano se faisait appeler le Pays Doré, ce qui n'est pas du tout un hasard, car la cité de Chandora a aussi été appelée comme ça, ce qui implique que ces deux îles ont un jour été côte à côte, et ça pourrait alors expliquer pourquoi il y a un deuxième trou sur cette île. Et il y a d'autres éléments mis en évidence dans l'arc, comme la race des tireurs de continents qui ont dû participer au déplacement de certaines îles, expliquant pourquoi Wano est un regroupement de plusieurs îles, qui ont des saisons différentes, et expliquant pourquoi il y a un énorme crâne de démon
sur Onigashima. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, cet arc qui est Wano Kuni fait sûrement partie des mieux écrits jamais créés dans One Piece. Tous les lores, les mythes, les détails laissés dans cet arc en fait l'un des plus palpitants pour tout lecteur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore meilleur qui nous attend avec les arcs à venir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.